Et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Salut à tous. Depuis l'annonce récente du fait que la Tchétchénie persécute ses homosexuels, une partie de l'opinion publique occidentale s'inquiète de la montée de l'intolérance dans ce pays. À côté de ça fait 2 décennies que les islamistes tchétchènes participent au chaos dans le pays et au djihadisme international. Ainsi, les effectifs de l'État islamique seraient composés jusqu'à 10% de Tchétchènes, qui fournissent également un cadre important à l'organisation, Omar dit le Tchétchène. Ce sont aussi de jeunes Tchétchènes qui ont fait les attentats de Boston en 2013. Et plus largement, les islamistes tchétchènes sont responsables de nombreux attentats dont certains ont fait plusieurs dizaines de morts, notamment en Russie ces dernières années. Et tout ça alors que la Tchétchénie est un petit pays peuplé d'à peine 1 million d'habitants. Comment expliquer à la fois cette contribution disproportionnée au terrorisme mondial et cette montée de l'intolérance dans le pays? Eh bien, pour comprendre ces faits, je vous propose un petit topo historique sur l'histoire récente du pays. Tout d'abord, un peu d'histoire. Le premier élément pour comprendre la Tchétchénie est son rapport à la Russie. Le pays est sous domination russe depuis le début du XVIIIe siècle, et comme beaucoup de pays satellites, il est travaillé par des courants pro-russes et indépendantistes. En Tchétchénie, la particularité de ce combat politique pour l'indépendance est qu'il est exacerbé par des différences religieuses, la Russie étant chrétienne orthodoxe, quand les Tchétchènes, eux, sont musulmans. Dès son annexion au XVIIIe siècle, la Tchétchénie connut des mouvements indépendantistes dirigés par des religieux. Le mouvement le plus significatif est l'insurrection dirigée par l'imam Shamil entre 1830 et 1860. Beaucoup de pays ont des héros un peu mythiques qui représentent l'indépendance nationale et la résistance à l'envahisseur. En France, on a Jeanne d'Arc qui a joué ce rôle. Eh bien Shamil, c'est un peu l'équivalent pour la Tchétchénie. En 1991, après la dislocation de l'URSS, la plupart des pays satellites de la Russie optent pour l'intégration à la nouvelle fédération russe. La Tchétchénie, elle, est plus indépendantiste et un conflit finit par éclater avec la Russie en 1994. Au départ, la religion joue un rôle mineur, elle est l'un des éléments de l'identité ethnique tchétchène et joue dans le sentiment de particularisme local, mais ce n'est pas un soulèvement islamiste. Le problème, c'est que ce conflit va attirer des gens extérieurs qui y voient avant tout un conflit religieux. Il faut se rappeler que dans les années 80, l'URSS avait tenté d'envahir l'Afghanistan, qui était devenu une terre de djihad, où se sont formés les futurs cadres du djihadisme international des années 90 et 2000, comme Ben Laden. Pour les anciens moudjahidines qui ont fait la guerre d'Afghanistan, le combat en Tchétchénie est un peu le même. Il faut encore se battre contre les Russes et pour une terre d'islam. Certaines factions tchétchènes vont intégrer ces combattants qui, en retour, vont leur transmettre leur doctrine religieuse, le wahhabisme saoudien, c'est-à-dire un islam intégriste avec une lecture littérale du Coran qui rompt avec l'islam local plutôt modéré. Il est d'autant plus facile d'influencer les Tchétchènes que sous l'ère soviétique, la religion était extrêmement contrôlée et que ces nouveaux arrivants peuvent passer pour les dépositaires d'un islam non corrompu par l'époque soviétique. Toujours est-il que certaines factions vont devenir wahhabites. La plus importante est celle de Shamil Bassaïev, qui a intégré un moudjahidine jordanien surnommé Ratab, qui lui sert de stratège. Bassaïev et 200 des siens feront notamment un coup d'éclat en prenant en otage 1500 personnes dans un hôpital russe, prise d'otage dont il sortira vainqueur puisque l'épisode marque la signature d'un cessez-le-feu. Au final, la guerre dure de 1994 à 1996, date à laquelle le pays signe un armistice avec la Russie, qu'il vit comme une humiliation, et qui renvoie à plus tard les négociations sur le statut du pays. C'est alors un modéré, le général Masradov, qui accède à la présidence. Bassaïev, lui, a obtenu 23% des suffrages, ce qui peut donner une idée de son influence dans le pays. Masradov, une fois président, est tout de même obligé de donner des gages aux extrémistes, comme la proclamation d'une république islamique et l'introduction de la charia. Il donne aussi le poste de Premier ministre à Bassaïev, mais le pays est ingouvernable, car comme souvent dans ce type de conflit, les seigneurs de la guerre refusent de désarmer et le crime organisé s'est installé. À côté de cela, des factions radicales continuent à mener des actions anti-russes, et en septembre 1999, une série d'attentats non revendiqués fait 300 morts en Russie. Attentats attribués aux islamistes, mais que d'autres attribuent aux services secrets russes pour redéclencher une guerre. Comme toujours avec la Russie, il est difficile de démêler le vrai du faux, et à l'heure actuelle, on n'a toujours pas le fin mot de cette histoire. À ces attentats s'ajoute une action du mouvement islamiste de Bassaïev et Ratab, à savoir une menée au Daghestan voisin pour y proclamer une république islamique, car il y a là-bas des enclaves wahhabites. Ces 2 événements conjugués vont servir de prétexte à Moscou pour prendre sa revanche et envahir le pays. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Poutine aura sa célèbre phrase promettant de traquer les Tchétchènes jusque dans les chiottes. Au total, les 2 guerres de Tchétchénie auront fait au minimum 150 000 morts, soit 15% de la population. Le président indépendantiste, Masradov, qui avait repris les armes, finit par être liquidé, et Moscou met à la place au pouvoir un pro-russe, Armad Kadyrov. Cette seconde guerre va déclencher en réponse une vague de terrorisme particulièrement meurtrière. Les 2 actions les plus spectaculaires sont celles du théâtre de Moscou en 2002 et de Beslan en 2004. En 2002, une cinquantaine de personnes prennent en otage 850 Russes lors d'une représentation théâtrale à Moscou. L'affaire se termine mal, les forces spéciales russes utilisent un gaz toxique avant l'assaut, tuant une partie des otages. L'une des images fortes de cet épisode, c'est la découverte de femmes kamikazes entièrement voilées de noir.
Autre action qui a eu un retentissement international, en 2004, des hommes de Bassaïev débarquent au milieu d'une cérémonie scolaire à Beslan, dans le sud de la Russie, et l'épisode se solde par la mort de 330 personnes, dont la moitié d'enfants. Toujours en 2004, Kadyrov, le nouveau président pro-russe, meurt dans un attentat à la bombe. Mais tous ces coups d'éclat sanglants ne serviront à rien, et la plupart des indépendantistes, islamistes ou non, finiront par être éliminés, laissant le champ libre aux pro-russes qui tiennent le pays avec le soutien de Moscou. C'est d'ailleurs le fils d'Akhmat Kadyrov, Ramzan, qui héritera du poste de président en 2007 quand il sera nommé par Poutine. Très vite, il va réislamiser la société tchétchène et va réussir à éliminer le wahhabisme en imposant sa propre vision rigoriste de l'islam. Par exemple, il a d'abord encouragé les femmes à porter le voile, et quand je dis encourager, je devrais plutôt dire intimider, puisque des hommes tiraient au pistolet à paintball sur les femmes récalcitrantes. Finalement, il a fini par rendre le voile obligatoire pour les étudiantes et les fonctionnaires, avant de l'étendre à toutes dans l'espace public. Pour vous donner une idée de l'état d'esprit de Kadyrov, il déclarait en 2008 « J'ai le droit de critiquer ma femme, mais ma femme n'a pas le droit. Chez nous, la femme est à la maison. La femme doit être un bien, et l'homme le propriétaire. Chez nous, si une femme se comporte mal, le mari, le père et le frère en répondent. Selon nos coutumes, si elle a un comportement dissolu, les proches la tuent. » C'est à peu près le même discours que tiennent aujourd'hui les autorités avec les homosexuels. Toute déviance peut être punie par la famille, et si la famille ne s'en charge pas, ce sera l'État qui s'en chargera. Également, à signaler pour bien comprendre le personnage, lors des attentats de Paris en 2015, il a organisé une manifestation rassemblant plusieurs centaines de milliers de personnes, manifestation contre Charlie Hebdo bien sûr. Malgré tout, ou bien à cause de son extrémisme, Kadyrov est un président apprécié puisqu'il a été élu en 2016 avec 98% des suffrages. Alors avec une telle politique, vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre le wahhabisme et son islam réactionnaire. Eh bien Kadyrov a interdit le voile intégral, qui est une marque des wahhabites, et son islam n'est pas djihadiste, ce qui permet à la Russie d'avoir enfin ce qu'elle veut, une Tchétchénie aux ordres, débarrassée des islamistes anti-russes. C'est la raison pour laquelle Poutine, qui est le seul à pouvoir peser sur la conduite de Kadyrov, n'interviendra pas pour stopper les persécutions contre les homosexuels. Au-delà de ça, le risque pour la Tchétchénie, à cause de son islam très rigoriste, c'est comme l'Arabie Saoudite de produire structurellement des djihadistes. Et vu l'implication des Tchétchènes dans le djihadisme international, on peut considérer que Kadyrov n'a pas réglé le problème, mais qu'il l'a juste délocalisé au reste du monde. Et ce djihadisme, qui lutte toujours en partie contre les Russes, finira peut-être par causer la chute de Kadyrov. Son pays créant structurellement du djihadiste par sa faute, les Russes finiront peut-être un jour par le remplacer. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. 6 minutes pour rendre compte de la situation d'un pays comme la Tchétchénie, c'est un petit peu court malheureusement. Néanmoins, j'espère que vous aurez maintenant quelques éléments pour comprendre la situation du pays. Toujours est-il que je vous dis à la prochaine, d'ici là, portez-vous bien.